Alors, Freddy, voilà, nous sommes le 7 octobre 2014. Nous sommes dans le temple de OCDE, là où il y a le développement, c'est négocié, le développement du monde, le développement de l'Europe, développement par ricochet de l'Afrique. Nous sommes ici sur des jours, le 7 et le 8. Demain, nous aurions l'Afrique. L'Afrique où on va parler, si vraiment ce continent-là est-elle vraiment émergente avec 5,7%. Est-ce que ces 5,7%-là sont vraiment, comme on dit, c'est des éléments qui boostent l'économie ou c'est simplement de mirage? Alors nous allons assister tout de suite là à une conférence, un panel, un forum important sur 2 jours. Et l'OCDE, tu vois là, on va descendre pour assister. Bienvenue Freddy ici. Et une observation par rapport à ces forums qui a été accrédité, invité ici. Et demain, Manuel Valls, qui est ton Premier ministre, et tu l'accompagnes partout, va intervenir. Montebourg va intervenir aussi ici. L'impression par rapport à cela? Non, mais d'abord, là, nous sommes dans la citadelle, dans la citadelle économique qui touche aussi non seulement l'Europe, mais l'Afrique. Nous l'avons par ricochet, parce que les décisions qui se prennent dans ces grands forums touchent aussi notre continent. Donc, nous sommes intéressés, nous sommes interpellés, et c'est pourquoi nous avons accepté d'être là, de voir comment ça se passe. Mais là où c'est intéressant, c'est de voir tous ces panélistes, des grandes personnalités, voilà, des personnalités vraiment expertes, qui vont nous dire comment marche l'économie, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce que les politiques doivent faire pour arriver à améliorer l'essor des populations et tout ça. Donc nous sommes vraiment à l'endroit idéal pour recueillir l'information et les livrer à nos auditeurs, à nos internautes. Nos internautes vont voir les images tout à l'heure que nous allons prendre lors de ces forums où il y aura un panel important que tu as mis en évidence. Mais en entrant ici, c'est terrible hein, pour y arriver ici. Oui, c'est plus qu'un bunker. Hein. C'est une sécurité ultra moderne. Et ça rassure en même temps, parce que avec tout ce qui se passe, les djihadistes par-ci, par-là, etc., c'est mieux d'être dans un endroit où on sait que tout le monde a été checké. Et donc, le checking permet à ce qu'on soit sécurisé soi-même, tout en sécurisant les autres, parce que c'est pas toujours facile d'être à des endroits comme ça où il y a des personnalités qui viennent. Il faut que l'endroit soit sécurisé, sinon ça vaut pas la peine. Alors, madame, nous tenons à rendre hommage à madame Elisa Kinson, voilà, qui est américaine, qui nous a invités. Bien entendu, quand je parle américaine, c'est une personne qui est en contact avec Afrique Continent, Réveil FM International, Afrique et Nation. C'est elle qui a fait de la sorte que nous soyons ici. Et on est en train de rentrer, on regardait, on essaie d'observer, mais aucun journaliste africain encore dans le parage. Oui, mais je pense que les vacances de certains de nos confrères se prolongent. Hein. Nous sommes déjà en octobre, je pense qu'ils vont aller en vacances jusqu'en décembre peut-être, mais je pense véritablement qu'il faut qu'ils se réveillent pour véritablement être là où il y a les événements qui se passent, pour que l'Afrique ne soit pas absente là où les vraies décisions se prennent. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage. Maintenant, j'invite aux amis téléspectateurs de nous accompagner vers la salle de conférence que vous allez voir ici. Ça s'appelle Centre de conférence. C'est un centre important où nous allons parler sur le nouveau monde. Le nouveau monde, comment le monde là va pouvoir tourner, comment le monde économique, le monde du développement pourra nous apporter un plus avec le chômage. Pardonnez-moi, avec les chômages, avec une crise identitaire, avec une crise institutionnelle où les gens sont dans le repli communautaire et aussi dans des groupuscules où on pourra faire éclater l'Europe. Tout à fait. Oui, parce que lorsque les gens n'ont plus rien à perdre, lorsque les gens sont dans la précarité et qui n'ont rien, ils sont capables de tout.
C'est pourquoi, dans les sociétés occidentales, on essaye de faire en sorte que chacun ait les minimums civilisationnels. Parce que lorsqu'on n'a rien, on est un danger pour les autres. Et c'est ce que les autorités africaines n'ont pas encore compris. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est parfait, Frédéric. C'est vraiment parfait. Ça, c'est l'entrée. Et puis... Même au point d'être considéré comme trop fort, ce qui était paradoxal pour une monnaie appelée à disparaître. Et la zone euro elle-même a conservé les 15 pays qui étaient membres de la zone euro. Les 15 ont refusé de quitter la zone euro, y compris ceux qui étaient dans des périodes extrêmement difficiles de crise. Et 3 nouveaux pays nous ont rejoints après Lehman Brothers. C'est pour cela, enfin, nous sommes maintenant 18, et un nouveau pays va nous rejoindre, comme je l'ai déjà dit. Donc, comme démonstration de la résilience du concept de la zone euro, du concept de la monnaie unique, je crois qu'il est difficile de trouver mieux. Mais c'est un succès, disons, de solidité stratégique. Ce n'est pas le succès de croissance et de création d'emplois dont nous avons absolument besoin pour démontrer que notre entreprise politico-stratégique est une entreprise gagnante sur le plan de la croissance et de la création d'emplois. Et pour ça, je suis convaincu qu'il faut bien entendu renforcer la gouvernance, avoir la légitimité démocratique dont nous avons besoin pour solidifier cette gouvernance et la rendre complètement légitime. Et bien entendu, il nous faut faire les réformes structurelles que l'OCDE appelle de ses voeux avec beaucoup de justesse. Merci de votre attention. Possibly stronger. Arnaud Montebourg, as according to what we have read on newspapers, you are a fierce supporter of the necessity to introduce elements of more flexibility in the vision of Europe among the members. Austerity versus expansionism. This is still, after years of discussions, of tensions, of problems, still the issue which is on the table in Europe? Oui, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce débat de permettre la discussion sur les enjeux européens de contenu. Moi, je partage la conviction européenne, mais je m'inquiète des orientations politiques de celle-ci. Et ce n'est pas remettre en cause l'Europe que de contester ces orientations et de chercher une alternative. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme quand on a fondé la République en France. Contester un projet de la dite République était le signal que celle-ci était en train de vivre et enfin de s'installer dans la démocratie de façon durable. Et je suis frappé de voir que depuis la faillite de Lehman Brothers, je rejoins d'ailleurs ce qu'a dit le diagnostic critique de Jean-Claude Trichet, les performances, je n'ose pas dire les contre-performances de la zone euro, je ne parle pas là de l'Europe, mais de la zone euro, qui est le cœur de l'Union européenne, le point d'attraction, le point de construction et le point de défaillance si nous avons des défaillances à l'intérieur de la zone euro, sont particulièrement inquiétantes. Je regarde là les écarts en termes de PIB avec les États-Unis d'Amérique qui sont partis exactement du même niveau de difficulté que nous avec la crise dite des subprimes. Je regarde les écarts avec les États-Unis d'Amérique sur le nombre de chômeurs. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement préoccupante. Il y a 10 points d'écart de PIB depuis 2008 entre la zone euro et les États-Unis. Plus 7,5 de PIB aux États-Unis et moins 2,5 de destruction chez nous. Les chômeurs, n'en parlons pas. Nous étions en 2008 à 10% de chômeurs aux États-Unis et en Europe. Eux sont à 6, nous sommes presque à 12. Et la conséquence de ça, le prix qui est en train d'être payé de ces contre-performances, alors que le monde entier, peu ou prou, pays émergés, émergents, effervescents, Japon, même le Japon, qui était dans la déflation depuis des années, eh bien, qui ont des performances de croissance et de recréation d'emplois
d'investissement technologique se sont remis à investir, les écarts sont considérables. Donc l'Europe est en train de reculer, de stagner, et j'ai l'impression, vu les pronostics qui sont faits par les instituts très sérieux, montrent que 2015 continue sur cette pente médiocre. Préoccupant, pourquoi? Parce que ça a une traduction politique. Dans tous les pays européens sont en train de prospérer des partis qui sont pour la destruction de l'Union européenne. Et il n'y a pas de réponse politique adaptée en face. Les seules réponses qui sont faites sont celles précisément qui, dans le consensus mondial des économistes, que ce soit Mme Lagarde du FMI, M. Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien conseiller de M. Clinton, M. Krugman, autre prix Nobel, et un certain nombre d'institutions internationales, des dirigeants politiques de l'Union européenne elle-même, tous disent l'austérité, c'est-à-dire les mesures de restriction budgétaire, sont en train de nous entraîner dans une spirale. La mécanique de la spirale est très simple. Faites des réformes parce que vous avez des déficits. Commencez à réduire vos dépenses ou augmenter vos impôts. Ce que la France a fait, l'Italie, la Grèce, tous les pays. Et évidemment, comme ces mesures ont pour conséquence d'affaiblir l'économie et le niveau d'activité économique, les engagements ne sont pas remplis. Donc il faut prendre des nouvelles mesures de restriction budgétaire. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et tous les pays font cela en même temps, sous le dogme d'un traité qui, pour moi, ne relève pas de la décision politique adéquate. L'Europe applique aveuglément des traités et des règles, alors qu'elle a besoin de faire des choix politiques originaux, audacieux, hétérodoxes, ce qu'ont fait tous les autres pays du reste du monde. Ils sont souples, flexibles, ils s'adaptent. La Banque centrale européenne, grâce aux dernières décisions, les prises de parole de M. Draghi et Jackson Hole, ou même en juillet 2012, dans le discours de, je crois que c'était Londres, a fait baisser les taux d'intérêt. Là, c'est l'euro qui baisse, mais nous n'arrivons pas à obtenir la même flexibilité, la même intelligence collective sur le terrain du budget européen. L'économie, c'est la monnaie et le budget. Le budget n'existe presque pas au plan fédéral, comme la monnaie existe au plan fédéral européen, et il est dans les États membres. Et là, nous avons augmenté la pression sur la souveraineté des États membres par un traité qui a été salué par certains orateurs, mais que personnellement, je désapprouve. Parce qu'il est stupide, comme dirait M. Matteo Renzi. Il est stupide. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le président du Conseil d'une des grandes puissances européennes, le président du Conseil italien. Ce que répète M. Sigmar Gabriel quand il était président du SPD. Et ce que nous pensons tous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les mesures ou l'application aveugle, dogmatique des traités nous conduisent à augmenter, aggraver la situation et conduisent finalement les peuples à se rebeller contre la construction européenne. Donc nous sommes responsables, nous-mêmes, d'entretenir cette défiance au moment où nous aurions besoin de prospérité, de croissance, ce que je crois autour de la table nous sommes tous désireux d'obtenir. Voilà la préoccupation qui est la mienne. Et il faut se dépêcher parce que les partis destructeurs de l'Union européenne nationalistes menacent. Et nous allons avoir de mauvaises surprises. Et l'élu que j'ai été pendant 17 ans peut vous en parler mieux que quiconque ici. Vous savez, ici, en France, nous avons un souci énorme au niveau du travail. 10% de la population est au chômage. Alors, on regarde au niveau de la communauté européenne, il y a plus de 25 millions de chômeurs en Europe. Aujourd'hui, on assiste au requiem, en fait, pour l'Europe. Monsieur Trichet, le président de la Banque centrale, qui était le gouverneur de la Banque centrale, a fait une déclaration fracassante, parlant, bien entendu, de cette Europe qui va mal. Qui va mal, pourquoi? Parce qu'on calcule le taux de l'inflation par rapport aux États-Unis et on voit la différence qu'il y a eu avant la crise de subprimes. Les États-Unis tournaient aux alentours de 10 millions de chômeurs.
par rapport à l'offre, c'est équivalent à l'Europe. Aujourd'hui, ces taux de chômage est revenu vers le bas, est tiré vers le bas, vers 6% et quelques. Et en France, enfin en Europe, aujourd'hui, on tourne aux alentours de 11-12% de chômeurs. Donc, la zone euro marche mal. Les 18 membres de la zone euro sont ici et débattent. Et M. Arnaud Montebourg a fait aussi, comme on dit, à marteler sur cet aspect des choses que l'Europe ne va pas très très bien. Alors je suis avec Freddy Moulongo, va pouvoir intervenir, nous dire qu'est-ce qu'il en pense en fait de ce qu'il y a eu comme déclaration d'Arnaud Montebourg. D'abord par rapport à cela. Oui, par rapport à Arnaud Montebourg, on sait que c'est un frondeur, donc il n'est pas contre la politique européenne, donc il est dit ouvertement. Mais moi, c'est que je suis demeurer très sensible, c'est cette absence un peu d'observateurs peut-être africains par rapport à un forum comme celui-ci pour voir comment est-ce que les Européens se battent, réfléchissent pour résorber cette calamité qui est le chômage et pourquoi l'Afrique n'y réfléchit pas. Pourquoi les Africains continuent à briller par l'absentéisme, là où les autres essayent de réfléchir sur leur avenir, sur l'avenir de leurs enfants. Vous savez que, par exemple, pour notre pays, la République démocratique du Congo, il y a 90% de la population qui est au chômage. Paupérisés, chosifiés, et les 10%, bon, ce sont ceux qui sont à la mangeoire avec les régimes, etc. etc. Mais alors, les Congos de l'an 2030 ou de l'an 2050... où il y aura 130 millions d'habitants en RDC. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vois, il faut vraiment que les acteurs politiques congolais se posent de véritables questions qui se posent ailleurs. On n'est pas politique pour remplir son ventre, on est politique pour donner des solutions au peuple qui demande à ce que l'avenir soit un tout petit peu meilleur que ce qu'eux, ils ont vécu. Donc c'est un forum formidable. Je pense que nous avons vraiment la chance d'être à Paris et de pouvoir assister à un forum comme ça où ce sont vraiment, je ne dirais pas les têtes couronnées, mais je dirais plutôt des personnalités assez exceptionnelles qui ont de la compétence, qui ont de l'expertise par rapport à ce qu'ils disent pour arriver à trouver une solution au niveau de l'Europe. Donc, rien à dire par rapport à tout ça, mais je pense que nous sommes vraiment époustouflés de voir que les gens ne réfléchissent pas seulement pour l'aujourd'hui, et ils se projettent vers le futur, vers l'avenir, tout en essayant d'analyser ce qui s'est réellement passé au niveau de l'Europe. Alors l'Europe, on parle aujourd'hui de l'Europe, on met l'accent sur l'Europe et cette Europe va mal. On regarde bien au niveau même de la croissance. La croissance de l'Europe tourne aux alentours de 1,9%, qui tourne 1,9%. Certains spécialistes disent c'est 1,1%. Mais aux États-Unis, la croissance tourne aux alentours de 14%. Mais c'est effarant que les États-Unis... eux-mêmes bénéficient... Qui ont provoqué la crise des subprimes. Tu te rappelles? En 2008. En 2008. Non, mais c'est... c'est là aussi, il faut voir l'éducation, l'environnement. Vous savez que les Américains sont toujours un peu des innovateurs. Il y a cette liberté de la création qui n'est pas aussi très développée en Europe. Bien sûr, il y a des Européens mais aux États-Unis, on dit on peut partir de rien et demain se retrouver quand même avec quelque chose. Ce qui n'est pas le cas, notamment en Europe, si on n'est pas né dans une famille où on a eu la petite cuillère en or dès les petits berceaux jusqu'à ce qu'on devienne adulte ou qu'on récupère l'entreprise de son père ou de sa mère, etc. etc. Non, il y a une sorte d'éducation, il y a une sorte d'environnement qui fait que on peut véritablement être quelqu'un qui innove, quelqu'un qui crée,
et ne pas être quelqu'un qui dort sur ce laurier. Mais moi, vraiment, je suis pas en colère, mais je me pose des questions sur ce que va devenir les Congo de demain. Alors, les Congo de demain, sans pouvoir te couper, oui. Freddy, on a eu une discussion tout à l'heure dans la partie presse. Et cette discussion s'articulait autour de le devenir de ce Congo de demain. Si aujourd'hui on venait à repartir en RDC, mais on va s'ennuyer là-bas. Non, mais je pense que si on repartait en RDC, non seulement on va s'ennuyer, mais je pense que on n'est plus sur le même diapason que les autres. Parce que pour nous, les boire et à manger, on a dépassé ces stades-là. Or, au Congo-Kinshasa, les gens pensent d'abord à faire bouillir la marmite. C'est d'abord le problème du ventre. Or, on sait très bien que les régimes actuels font tout pour paupériser les gens. Parce que lorsqu'on est pauvre, mon cher Roger, à quoi on pense d'abord? On pense à manger. Et on est prêt à tuer pour arriver à manger. On est prêt à être corrompu pour trouver à manger. Or, si on rentrait au pays, ça serait un peu difficile parce que vous savez que nous, on ne compte pas nos heures. Nous travaillons presque 24 heures sur 24. Nous faisons beaucoup de choses en même temps. Nous n'avons pas quelqu'un derrière nous. Nous avons appris à faire les montages, nous avons appris à faire la vidéo, la photo. Nous écrivons en même temps, etc. etc. Et nous n'avons pas de coupures intempestives d'électricité. Imagine-toi, tu veux écrire un article à Kinshasa et puis il n'y a pas les courants dans ton quartier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas péter les plombs à un certain moment où tu vas craquer. Mais les conditions sont faites que ceux qui veulent innover, ceux qui veulent aller de l'avant sont tirés par les autres. Par les bas. Alors, M. Élise Dossé, qui est le journaliste connu d'ailleurs, a fait cet aparté en disant que voilà, nous nous trouvons dans un temple où c'est une citadelle. Pour entrer ici, il faut montrer patte blanche. Et on voit derrière cette institution, il y a le bois presque derrière. Et dans le 16e arrondissement. Et donc avec une zone privative où on voit de chênes derrière, enfin le bois de chêne. C'est quand même extraordinaire de se trouver dans Paris en ayant en fait cette verdure, cette ambiance et également cette possibilité de travailler. C'est comme à Silicon Valley. Oui, mais Roger, ce qui est remarquable, c'est quand on a été au restaurant. Vous savez que les restaurants ici coûtent moins cher que lorsqu'on va dans la cité, enfin on va dans d'autres arrondissements et que on va manger dans un restaurant normal. C'est-à-dire que tout est réuni pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions et voilà. Non, je pense que il faut des cadres comme ça pour que les gens puissent mutualiser leur intelligence afin de faire avancer les choses. Lorsque vous faites travailler les gens et qu'ils ne mangent pas, ils sont impayés, etc., etc., quel rendement peuvent rendre ces gens? Alors le rendement, demain il y a encore la dernière partie, c'est sur ces 2 jours, le 7 et le 8. Nous avons eu la chance, par rapport à notre système des réseaux, d'être ici. Et alors on se retrouve ici, sans journalistes africains comme d'habitude. Ils sont en vacances. Ils sont en vacances, mais ils n'ont pas encore terminé, ils sont en vacances. On attend qu'ils reviennent. Voilà, qu'ils reviennent. Alors nous sommes là, nous allons revenir demain pour participer à une partie qui est essentielle à 14 h. Ah oui, ce sera l'Afrique. Ça sera l'Afrique. Alors tout à l'heure, dans un couloir, j'ai croisé un député africain qui a parlé avec moi en me posant des questions. Et puis moi, j'ai été aussi curieux. Il m'a dit, mais écoutez, je suis député tunisien. J'interviens demain à 14 h. Est-ce que vous pouvez être là? Je dis, oui, non, on sera là parce que il y aura de grandes sommités. Hein. Achille Bembe, qui est un grand professeur, sera là. Et puis, il ne faut pas aussi oublier, la clôture sera faite à 17h30 par le Premier ministre Manuel Valls. Donc, demain, l'après-midi, c'est ici, à l'OCDE, que tout se passe. Parce qu'on va parler de l'Afrique, on va parler de l'avenir de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est un continent émergent?
C'est tout ce qu'on aimerait bien savoir, parce que lorsque vous parlez avec certaines autorités africaines, ils vous disent non, mais mon pays, nous avons fait 5% de croissance. Mais est-ce que ces 5% s'est traduit dans les paniers de la ménagère de ces pays africains? Pas du tout. Donc, ces chiffres-là ne correspondent pas aux réalités que nous vivons. Donc, à un certain moment, lorsque ceux qui sont en haut se coupent de ceux qui sont en bas, d'une manière ou d'une autre, nous allons vers des révolutions populaires et ces révolutions, souvent, finissent par balayer ceux qui sont arrivés par imposture ou par illégitimité au pouvoir. Donc c'est aussi ça qu'il faut que les gens saisissent, comprennent qu'il faut nécessairement travailler pour son peuple afin qu'il y ait un bien-être, disons, pour nos populations et aussi dans nos pays. Voilà, nous venons de terminer la première partie aujourd'hui avec Freddy Moulongo de Réveil Ferme International, qui est le rédacteur en chef, qui aussi est le rédacteur en chef de l'Afrique, continent qui va se mettre en place d'ici un mois. On a eu le retard, effectivement, nos excuses par rapport à ces retards. Il y a un travail formidable qui est effectué, afin que vous soyez satisfaits de ce travail qui est fourni par deux ingénieurs de notre corporation. Merci Freddy. Je pense qu'un dernier mot pour le départ, pour demain. Et vous restez ce soir cet élément, afin que vous preniez la mesure en fait de ce que l'Afrique Rédaction et Réveil FM font sur terrain, ici en France et à l'étranger aussi. Oui, je pense qu'il n'y a rien à dire. Nous continuons à faire notre travail. Nous les faisons avec les moyens qui sont les nôtres, nous les faisons avec professionnalisme, nous les faisons avec passion, parce que nous aimons bien informer. Mais en même temps, cette opportunité que nous avons de rencontrer comme ça des personnalités qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs et que nous avons la possibilité de les faire, nous les faisons simplement parce que nous devons informer les nôtres. Donc ça, c'est quelque chose de très essentiel. Alors, je voulais quand même revenir sur un aspect avant de dire au revoir, c'est les 3 ANA. Donc très rapidement, vous aurez Afrique Rédaction, Réveil FM International, dans ces grands bouquets que nous appelons Afrique Continent. Et vous verrez qu'on a travaillé longtemps, et c'est surtout Roger qui a beaucoup travaillé techniquement là-dessus, pour que, à travers cette mutualisation d'infos, qu'on arrive à quelque chose qui soit plus potable, plus respectable, c'est qu'on a déjà fait avant. On n'a rien à prouver, on fait des bonnes choses, mais on peut encore mieux faire. Donc, les 3 ANA, c'est très bientôt et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour voir dans quelle mesure vous serez en mesure de capter ces grands bouquets. Voilà le mot de la fin que je voulais dire, et que demain, nous serons encore ici à l'OCDE pour suivre cette grande, enfin je dirais cette grande partie, ces panels africains qui va parler sur l'Afrique, ce qui est véritablement quelque chose qui nous tient à cœur. On verra bien ce qu'on nous dira. Est-ce que l'Afrique, à part sa démographie, à part ces chefs d'État qui tripatouillent les constitutions pour rester demeurer au pouvoir éternellement, est-ce que l'Afrique a l'avenir? C'est ça que nous vous dirons demain, ici même, à l'OCDE. Merci à vous et à très bientôt. Je tiens à vous rappeler que l'Afrique a un taux de croissance de 5,6%. Cet taux de croissance est ramené vers le bas, perdant 1% de cette croissance à cause de l'Ebola. Bien sûr, demain, nous aurions un débat intéressant, en fait, que nous puissions avoir la mesure, la planimétrie de tout ce qui se passe en Afrique. Merci, à demain, 8 octobre 2014. Bye bye, ciao, à bientôt.